Bonjour, c'est votre professeur, M. Bishoy Gamal. Je suis votre professeur de sciences pour la première préparatoire. Ça, c'est la leçon 1. Il s'appelle la matière et sa structure. De quoi il s'agit une matière? Tout ce qui est autour de nous, c'est une matière. Par exemple, le bois, c'est une matière. L'air, c'est une matière. L'eau, c'est une matière. Cuivre, fer, tout ça, ce sont des matières. Et sa structure. On va prendre maintenant, ensemble, la matière et sa structure, comme leçon 1. Les propriétés physiques de la matière. Ce sont quoi les propriétés physiques de la matière? Il y a plusieurs façons de différencier entre une matière et une autre. Par exemple, on peut considérer la couleur et l'odeur et le goût comme des caractéristiques physiques pour différencier entre n'importe quelle matière. On peut dire par exemple, pour l'odeur, on peut dire l'alcool et le parfum. L'alcool a une odeur caractéristique et le parfum a une odeur agréable. On peut très bien distinguer entre l'alcool et le parfum par l'odeur. Deuxièmement, la couleur. La couleur. Je peux très bien distinguer entre l'argent et l'or par sa couleur. L'or a une couleur jaune dorée, tandis que l'argent a une couleur argentée. Je peux très bien différencier entre une bague d'or et bague d'argent par la couleur. Les deux ont des couleurs différentes. Troisièmement, le goût. Si j'ai de sel, un peu de sel et un peu de sucre, et je voudrais distinguer entre les deux. Les deux ont la même couleur, les deux n'ont pas des odeurs très caractéristiques, mais on peut très bien différencier entre le sel et le sucre par le goût. Je peux très bien prendre un peu de sel, je le mets dans la bouche pour savoir de quoi il s'agit, et je peux très bien prendre un peu de sucre et je le mets dans la bouche, je peux très bien différencier entre les deux goûts. Deuxièmement, la masse volumique. La masse volumique, c'est encore quelque chose de caractéristique, une propriété caractéristique physique. On va le prendre par détail dans notre leçon. Le point de fusion, le point d'ébullition, le degré de solidité, la conductibilité électrique, la conductibilité thermique, tout ça, on va les prendre ensemble dans notre leçon. On va commencer par la première. La masse volumique. La masse volumique, c'est une propriété de la matière. Ça a une loi très caractéristique, masse sur volume. Qu'est-ce que c'est la masse d'une matière? La masse de la matière, c'est la quantité de la matière qui se trouve dans une partie de la matière. Le volume de la matière, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'espace qui fait cette matière-là. Donc, c'est la masse sur volume. Ça, c'est la masse volumique. Son unité est grammes par centimètre cube. Pour la masse, il y a plusieurs unités. La masse à kilogrammes, à grammes, à tonnes, milligrammes. Tout ça, on peut mesurer la masse avec ces unités-là. Tandis que le volume a plusieurs unités encore. Premièrement, on peut dire litre, centimètre cube, décimètre cube, millilitre, etc. L'unité peut varier encore, mais en général, on va utiliser le gramme pour la masse et le centimètre cube pour le volume. Donc, l'unité de la masse volumique, c'est gramme par centimètre cube, ou on peut dire encore kilogramme par mètre cube. Les deux, c'est bien. La masse volumique de l'eau est caractéristique, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc, si je vais prendre 1 centimètre cube d'eau, je peux très bien le mesurer, le peser sur la balançoire. Je vais trouver que sa masse, c'est 1 gramme. Donc, 1 gramme d'eau, il contient un volume de 1 cm3. Ou 1 cm3 de volume, il contient une masse égale à 1 gramme. On va prendre l'exemple qui est devant nous pour un peu savoir de quoi il s'agit une masse volumique physiquement, parce qu'on a très bien compris de quoi il s'agit la masse volumique mathématiquement, c'est masse sur volume. On va prendre un clou et une liège, un clou et une liège, de même volume. Le clou, on va voir qu'il tombe dans l'eau, tandis que liège, elle flotte sur la surface de l'eau. Pourquoi le clou, il va couler dans l'eau et pourquoi la liège va flotter sur la surface de l'eau? Ça, c'est la propriété caractéristique de la masse volumique. Parce que la masse volumique du clou est lourde, et beaucoup. La masse volumique du clou est grande. Tandis que la masse volumique du liège, c'est petit. On peut considérer par exemple l'eau comme référentiel. Si la masse volumique de la matière est plus grande que l'eau, donc elle va couler. Si la masse volumique de la matière est plus petite que l'eau, donc elle va flotter.
La masse volumique du clou, c'est plus grand que la masse volumique de l'eau, donc il va couler. La masse volumique de la liège est plus petite que la masse volumique de l'eau, donc il va flotter. Notre référence, c'est la masse volumique de l'eau qui est égale à 1. Donc, si je vais prendre par exemple n'importe quelle matière, on va prendre X matière par exemple, et je trouve par exemple que sa masse volumique c'est 1,5, donc elle va couler ou elle va flotter. Elle va couler parce que 1,5 est plus grand que 1. Et je vais prendre une autre matière, sa masse volumique est 0,5 par exemple. 0,5, c'est plus petit que 1 ou plus grand que 1? C'est plus petit que 1, donc elle va flotter. Ça concernant la masse volumique. Le calcul de la masse volumique, c'est facile. Quand on a déjà dit dans la loi, c'est la masse sur volume. Donc on va prendre la masse et on va le diviser par le volume. On va prendre un exemple. Si la masse de l'éprouvette graduée contenant de l'eau est 300 grammes et la masse de l'éprouvette graduée seule, sans eau, est 100 grammes. Et l'indication de la lecture de l'éprouvette graduée est 200 cm3. C'est quoi le gramme? Le gramme, c'est la masse. Et le centimètre cube, ça se voit que c'est le volume. Je vais faire quoi pour savoir la masse? Je vais calculer premièrement la masse de l'eau seule. La masse de l'eau seule. C'est la masse de l'eau dans l'éprouvette graduée moins la masse de l'eau sans éprouvette graduée. Je vais prendre la masse volumique de l'eau avec l'éprouvette graduée moins la masse volumique de l'éprouvette graduée seule. 300 moins 100, ça va nous donner 200 grammes. Et le volume, il nous a déjà donné 200 cm3. Je vais faire la masse volumique, c'est masse sur volume. Je vais faire 200 grammes sur 200 cm3. Ça va nous donner 1 gramme par centimètre cube. Comme ça, on a démontré la masse volumique de l'eau par des calculs. Application sur la masse volumique. Si la masse volumique de la matière change, cela indique que la matière est impure. Chaque matière a une masse volumique caractéristique. Ça veut dire, par exemple, l'eau. On a pris déjà l'exemple de l'eau. L'exemple de l'eau. 1 gramme d'eau contient, ou 1 cm3 d'eau contient 1 gramme d'eau. Donc la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Si par exemple, je vais savoir que la masse volumique de l'eau, par exemple, est 1,1, cela veut dire qu'il y a des impuretés dans l'eau. Ce n'est pas 1, ce n'est pas pur. Si ce n'est pas 1, si l'eau n'est pas égale à 1 gramme par centimètre cube, donc ça veut dire qu'il y a d'impuretés dans l'eau. Ainsi de suite. Chaque matière a sa propre masse volumique. On ne peut pas éteindre les incendies du pétrole par l'eau. Pourquoi on ne peut pas éteindre les incendies du pétrole par l'eau? Le pétrole a une masse volumique plus petite que l'eau, donc le pétrole il flotte sur la surface de l'eau. Et quand il y a un incendie et je vais l'éteindre, je n'utilise pas l'eau parce que l'eau est plus lourd en masse volumique, plus lourd que le pétrole. Donc le pétrole va flotter sur la surface de l'eau et l'incendie va continuer. L'eau ne peut pas éteindre le pétrole parce que le pétrole flotte sur la surface de l'eau. On remplit les ballons d'air par le hélium. Pourquoi on remplit les ballons d'air par le hélium? Parce que la masse volumique de l'hélium est inférieure à celle de l'air. C'est pour cela que l'hélium va flotter sur la surface de l'air et le ballon d'air va monter en haut. Une autre fois, pourquoi dans les ballons d'air on utilise le hélium? Parce que le hélium, sa masse volumique est plus petite que la masse volumique de l'air, donc il ne va pas tomber, il va flotter sur la surface de l'air. C'est pour cela que les ballons d'hélium flottent ou montent sur la surface de l'air. Le point de fusion, ça c'est la deuxième caractéristique physique pour différencier les matières. Le point de fusion, premièrement, on va dire sa définition. C'est la température fixe à laquelle la matière se transforme d'état solide à l'état liquide. J'ai une matière, par exemple le fer. Si je vais chauffer le fer à une très grande température, le fer, on sait qu'il est solide, il va se transformer en fer fondu. Il va se fondre à une telle température. Cette température-là s'appelle la température de fusion. La température de fusion, c'est la température à laquelle la matière se transforme de l'état solide à l'état liquide par la chaleur, par l'échauffement. Des matières ont un point de fusion bas comme le cire, le beurre et la glace. Si on va prendre la glace par exemple comme exemple, si j'ai une glace et je vais laisser la glace dans l'air ambiant, par exemple 25 degrés Celsius, je vais constater très bien qu'avec le temps, il va se transformer de la solidité, de l'état solide, il va se transformer en eau liquide. La même chose avec
le beurre. C'est pour cela que le beurre, ça se met dans le réfrigérateur, dans le frigo. Des matières qui ont un point de fusion haut, comme le fer et le cuivre. Le fer et le cuivre, ça se trouve dans l'état solide, dans l'air ambiant. Pour le transformer à l'état liquide, je dois très bien les mettre sur une très haute chaleur. Pour augmenter la chaleur, et la chaleur va nous donner à la fin le point de fusion, la température de fusion. À cette température-là, le fer ou le cuivre va se transformer de l'état solide à l'état liquide. Si le point de fusion diffère donc d'une matière impure, encore, c'est la même chose. Le point de fusion, c'est comme la masse volumique. La masse volumique, il indique quoi? La masse volumique, il indique que la matière est pure ou non pure. Parce qu'on sait très bien que la masse volumique, c'est un nombre, un nombre fixe. Tandis que encore, le point de fusion, c'est un nombre fixe. Par exemple, le point de fusion de l'eau, c'est 0 degré Celsius. Si le point de fusion de glace, pardon, c'est 0 degré Celsius. Si le point de fusion de la glace, n'importe quelle glace, est plus haut ou plus bas que 0 degré Celsius, cela veut dire que la glace n'est pas pure, ou l'eau dans la glace n'est pas pure. Le point d'ébullition. Le point d'ébullition encore, c'est une propriété physique, comme la masse volumique et le point de fusion, c'est une propriété physique caractéristique de la matière. On va prendre premièrement la définition de l'ébullition, après ça le point d'ébullition, après ça on va expliquer. L'ébullition, c'est le passage de la matière de l'état liquide à l'état gazeux par le chauffage. J'ai par exemple de l'eau. Si je vais mettre de l'eau à une très haute chaleur, par exemple 100 degrés Celsius, l'eau va s'évaporiser. L'eau s'évapore à une température de 100 degrés Celsius. 100 degrés Celsius. Donc, si la température de l'eau atteint 100 degrés Celsius, elle va se transformer de l'état liquide à l'état gazeux. Le point d'ébullition, c'est la température fixe à laquelle la matière se transforme de l'état liquide à l'état gazeux. À une telle température que la matière perd, elle ne soit pas liquide, elle se transforme en gazeux, à cette température-là, elle s'appelle la température d'ébullition. On peut dire par exemple, la température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés Celsius. Donc à 100 degrés Celsius, l'eau va se transformer de l'état liquide à l'état gazeux. Chaque matière a ses propres points d'ébullition. C'est la même chose. Si l'eau son point d'ébullition, c'est 100 degrés Celsius, donc l'eau est pure. Si ce point-là, le 100 degrés Celsius est différent, par exemple 101, 102, 103 ou 99, 98, plus ou moins, on va démontrer maintenant que l'eau n'est pas pure. Donc l'eau pure, c'est 100 degrés Celsius. Tandis que l'eau impure, son point d'ébullition peut être plus ou moins 100 degrés Celsius. Donc le point d'ébullition, la conclusion, le point d'ébullition, ça caractérise la matière. Et si le point d'ébullition est différent, de nombre qu'on le connaît, cela veut dire que la matière est impure. Application, la séparation des constituants de pétrole par la différence de points d'ébullition. Exemple, le kérosène, l'essence et le diesel. Il y a un exemple très très célèbre sur la séparation des matières par le point d'ébullition. On sait que le pétrole, c'est un mixage entre plusieurs huiles. On peut dire que c'est kérosène, essence et diesel. Chaque huile, kérosène ou essence et diesel, a sa propre point d'ébullition. Donc, quand on chauffe le pétrole à une telle température, le kérosène, qui est le plus léger, va s'évaporer, va premièrement se dégager. Après ça, les autres matières, comme l'essence et le diesel, vont s'évaporer après le kérosène. Parce que leur point d'ébullition diffère du point d'ébullition de kérosène. C'est pour cela qu'on fait cette technique-là pour la séparation des constituants de pétrole. Le point d'ébullition de l'eau pure est 100 degrés Celsius, ça on a déjà dit. Si la pression atmosphérique augmente, le point d'ébullition augmente. Donc, on utilise tout le temps 1 atmosphère comme référence pour nous pour faire le point d'ébullition. À 1 atmosphère, l'eau bouille à 100 degrés Celsius. Le point d'ébullition augmente avec l'augmentation de l'atmosphère, avec l'augmentation de la pression. Si la pression dans la marmite à pression augmente, donc il va augmenter le point d'ébullition. C'est pour cela que les aliments sont cuits dans les marmites à pression. Ils sont cuits dans la marmite à pression selon ce principe-là. L'augmentation de la pression augmente le point d'ébullition de la matière.
La conductibilité électrique. C'est quoi la conductibilité électrique? La conductibilité électrique, c'est la capacité de la matière de conduire le courant électrique. Par exemple, on peut dire le fer. Est-ce que le fer conduit le courant électrique? Oui, il conduit le courant électrique. Tandis que le bois c'est un isolant. Il ne conduit pas le courant électrique. Si je vais comparer entre ces deux matières, l'une est un bon conducteur d'électricité, c'est le fer. L'autre, le plastique ou le bois, c'est un mauvais conducteur d'électricité. Bon conducteur d'électricité, exemple, la solution acide. Il y a plusieurs. La solution basique encore, c'est une solution qui est bon conducteur d'électricité. Tandis que le mauvais conducteur d'électricité, par exemple l'eau sucrée. Quand on met, par exemple, un bécher contenant de l'eau sucrée et on va mettre une pile, et cette pile-là est reliée à une ampoule, l'ampoule ne va pas s'allumer. Pourquoi l'ampoule ne va pas s'allumer? Parce que l'eau sucrée ne conduit pas le courant électrique. Si je vais je vais faire la même expérience avec de l'eau salée, par exemple, l'eau avec du sel. Je vais mettre la même batterie et le même ampoule et les mêmes fils, on va voir que l'ampoule va s'allumer. Pourquoi l'ampoule va s'allumer? Parce que l'eau salée ou l'eau avec du sel, c'est un bon conducteur d'électricité. Les fils électriques sont fabriqués en cuivre. Pourquoi les fils électriques sont fabriqués en cuivre? Parce que le cuivre est un bon conducteur d'électricité. Le poignet de tournevis est fabriqué en plastique. Pourquoi le poignet de tournevis est fabriqué en plastique? Parce que le plastique est une matière qui est mauvais conducteur de la chaleur. C'est pour cela que la personne, l'électricien, quand il met le tournevis dans un trou où il y a de l'électricité, l'électricité ne va pas se passer vers ses bras. C'est pour cela qu'on utilise des poignées en plastique qui est mauvais conducteur de l'électricité. Donc, cela va plus ou moins, où il va protéger l'électricien ou la personne qui prend le tournevis avec la main. La dureté. Il y a des matières qui sont dures, il y a des matières qui sont mous. Par exemple, le fer, c'est une matière dure. Le sandwich, on peut dire que c'est une matière mou, si on pourrait dire. Le caoutchouc, c'est une matière encore mou. On peut donner des exemples des matières qui sont molles à la température normale, comme le caoutchouc. Le caoutchouc, par exemple, le caoutchouc de la voiture, il est mou, il peut être plié dans la température normale. Il n'a pas besoin de haute température pour qu'il se ramollisse. Tandis que des matières qui deviennent molles par la chaleur, exemple les métaux, le fer. Est-ce que le fer, cela par exemple, ça c'est du fer. Est-ce que le fer est mou? Le fer n'est pas mou. Quand je le plie, il n'est pas mou. Mais si je vais le mettre à une haute température, il va se ramollisser par la chaleur. Ce n'est pas une température 100 degrés et 200 degrés, ce n'est pas ces températures-là, c'est encore plus haut. Des matières qui ne se ramollissent pas par la chaleur, exemple le charbon et le soufre. On a déjà dit qu'il y a des matières qui sont mous dans la température ambiante. Il y a des matières qui se ramollissent par la chaleur et il y a des matières qui ne se ramollissent pas. Par exemple, le charbon et le soufre, même avec la haute température, ils ne se ramollissent pas. Les tournevis sont fabriqués en acier car il est dur. Les tournevis encore, le même exemple de tournevis. Donc on a pris sur le tournevis deux exemples. Le premier c'est le poignet. Le poignet il est fabriqué en plastique ou en bois. Et le tournevis même il est fabriqué en acier. Pourquoi le tournevis il est fabriqué en acier? Parce que l'acier est très dur. C'est comme ça qu'on a terminé la dureté. La conductibilité thermique, c'est quoi la conductibilité thermique? C'est la capacité de la matière à conduire la chaleur. Par exemple, le fer encore. Si je vais mettre une cuillère en acier ou en fer, je vais mettre une cuillère en acier dans une tasse de thé. On va constater que après par exemple 10 ou 20 secondes, on va constater que la cuillère devient de plus en plus chaude. Ça, c'est une matière qui est quoi? Qui conduit très bien la chaleur, qui a une très bonne conductibilité thermique. Thermique, ça veut dire chaleur. Tandis qu'une matière comme une cuillère en plastique, on va prendre la même cuillère, mais pas en acier, la cuillère en plastique. On va mettre la cuillère en plastique dans la tasse, dans la même tasse. Après avoir mis la cuillère en plastique dans la tasse, on va constater que la cuillère en plastique ne se réchauffe pas beaucoup. Elle va se réchauffer, mais peu. Donc, c'est une matière mauvaise conducteur thermique, mauvaise conducteur de la chaleur. Elle ne conduit pas bien la chaleur. Elle conduit, mais pas très bien. Bon conducteur de la chaleur, exemple, tous les métaux, acier, fer, cuivre, etc., aluminium. Mauvais conducteur de la chaleur, exemple, plastique, bois, on peut dire.
on peut constater que c'est à peu près la même chose comme la fois dernière. On fabrique les marmites en aluminium. Pourquoi on fabrique les marmites en aluminium? Parce qu'on voulait que la marmite soit un bon conducteur de la chaleur pour cuire les aliments. Le poignet des marmites sont fabriqués en plastique. Pourquoi les poignées des marmites sont fabriqués en plastique ou en bois? Parce que c'est la même chose. C'est une matière qui est mauvaise conducteur de la chaleur. Et quand je vais prendre la marmite avec ma main, je vais constater qu'il n'y a pas de chaleur dans ma main. Je ne vais pas être brûlé, etc., etc. C'est pour protéger l'utilisateur. Donc, on utilise les poignets tout le temps. Les poignets sont mauvais conducteurs de la chaleur et les poignets sont mauvais conducteurs d'électricité. Il y a une très grande ressemblance entre ces deux propriétés, la conductibilité thermique et la conductibilité électrique, mais vous ne faites pas l'amalgame. Les propriétés chimiques. On a terminé maintenant les propriétés physiques. On va aller de plus en plus sur les propriétés chimiques. Des métaux très actifs, exemple le sodium. Il y a une expérience qui est très célèbre, ça se fait dans les laboratoires, quand on met une très petite partie de sodium dans l'eau. On va mettre mais ne faites pas ça à la maison, hein. Faites attention, c'est très dangereux. On va prendre une très petite partie de sodium et on va le mettre dans l'eau. Vous pouvez regarder ça sur le YouTube. On va le mettre dans l'eau, donc il va s'exploser. Le sodium, il va se mettre quoi dans l'eau? Il va s'exploser. Cela veut dire que le sodium a une très bonne activité chimique. Il est très actif. Tandis qu'il y a d'autres métaux qui restent des milliers d'années sans activité chimique. Exemple, l'or. L'or n'a pas d'activité chimique, ou il a une activité chimique, mais très faible. Par exemple, le masque de Toutankhamon, si vous allez regarder ça dans le musée, vous allez regarder que le masque de Toutankhamon, il est fabriqué en or. Il a resté des milliers d'années, à peu près des milliers d'années, sans qu'il rouille. Bien des métaux peu actifs comme l'or et l'argent, on a dit, on conserve le sodium sous le kérosène. Pourquoi on conserve le sodium sous le kérosène? Parce que le sodium est très actif. On veut le protéger. On galvanise les pans pour protéger les rouilles. Qu'est-ce que ça veut dire galvaniser? C'est peindre les pans pour les protéger contre la rouille. Et en recouvrir les charges de voiture par une couche de graisse, c'est la même chose pour les protéger. C'est terminé cette partie-là, c'est la première partie, c'est terminé cette partie-là. On se voit sur la deuxième partie de cette leçon. Merci pour votre attention. Monsieur Bichoy Gamin.